Bonjour à tous, c'est Prox et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1 du niveau 2 de FranciOI, nombre à virgule et autres outils. Et on va commencer tout de suite, mais avant, j'aimerais vous dire que au lieu d'utiliser Visual Studio Code, comme pour mes autres vidéos, je vais utiliser Replit. Pourquoi? Parce que c'est un site en ligne et c'est gratuit, il n'y a rien besoin de télécharger, donc vous pouvez y aller vous aussi, et ça permet d'interpréter du Python. Donc par exemple, là j'ai du code, je vais le lancer, et pouf, ça m'affiche Hello, donc ça va nous permettre de visualiser et de tester quelques trucs. Et donc ça va être assez sympathique. Donc maintenant, on va commencer un origami. Donc le but de ce chapitre, c'est de nous apprendre à utiliser les nombres à virgule. Donc vous allez voir que c'est pas si complexe. Ça ressemble au nombre entier en fait. Alors, ce que doit faire votre programme. L'épaisseur d'une feuille de papier est de 110 micromètres, c'est-à-dire 0,110 mm. Si on l'applique 15 fois sur elle-même et que l'épaisseur double à chaque fois, quelle sera l'épaisseur finale si on l'exprime en centimètres? Votre programme devra calculer et afficher cette valeur qui n'est pas forcément entière. Donc là, il y a plusieurs moyens. Euh, la méthode qu'il y a dans correction utilise une boucle. En soi, il n'y a pas besoin de boucle, mais on va commencer par faire une boucle du coup. Alors, pour afficher un nombre à virgule, du coup, c'est la même chose que pour afficher un nombre normal, hein. On met juste un point au lieu d'une virgule, il faut faire attention à ça. Donc, l'épaisseur d'une feuille de papier, du coup, on va mettre épaisseur égale 110 au début, égale... Alors là, il faut faire attention aux unités. Déjà, on nous demande quoi? Quelle serait l'épaisseur finale si on l'exprime en centimètres? Ok, ça c'est important. Du coup, on va prendre le nombre de départ et on va le mettre en centimètres directement. Donc, 0,110 mm, ça fait 0,011 cm. Si on l'applique 15 fois sur elle-même et que l'épaisseur double à chaque fois. Donc là, on peut juste faire une boucle, hein, for i in range. On boucle 15 fois. Et du coup, à chaque fois, l'épaisseur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va doubler. Donc, on multiplie l'épaisseur par 2. Et c'est épaisseur égale épaisseur fois 2. Hein. Et donc, voilà. Donc, quelle sera l'épaisseur finale si on l'exprime en centimètres? Maintenant, on n'a qu'à afficher l'épaisseur finale. Tac, et du coup, on va tester... Ah mince. Ah, ça a enlevé mon code. Voilà, maintenant, du coup, on va tester... Il n'y a pas d'exemple, hein, mais bon, on peut regarder si c'est logique. 360. Je sais pas du tout si c'est ça, écoutez, on va copier. Et maintenant, on va coller, soumettre, et on va voir si ça passe. Et ça passe, donc c'est bon. Maintenant, il y a une autre technique, ok? Laissez-moi vous l'apprendre. C'est, en gros, là, ce qu'on fait, au final, c'est quoi? C'est comme si on faisait 0.011 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, et tout ça, on le fait, du coup, on fait fois 2, 15 fois, en gros. Sauf qu'en fait, du coup, ça fait quoi? 2 fois 2, c'est 2 puissance 2. 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 4, etc. Donc au final, en fait, on fait juste fois 2 puissance 14. Ok. J'ai peur de me tromper. Non, c'est puissance 15 du coup. Ok, puissance 15, yes. Et du coup, là, les deux astérisques, ils servent en fait à dire que c'est une puissance. Ok, c'est 2 puissance 15, c'est pas 2 fois 15 ou un truc comme ça. Et du coup, on va tester. Là, c'est 360,448. Bam. Et là, on a bien le même résultat, donc c'est bon. Donc, au lieu de passer 4 lignes sur ça et d'utiliser une boucle et tout, parce que les boucles, faut pas trop boucler dessus, sinon bah, ça nous prend de la performance, mais bon, on s'en fout un peu. Au lieu de faire tout ça, on n'a qu'à utiliser une seule ligne, et ça passe aussi. Voilà. Donc la correction, eux, ils montrent avec une boucle, partout, hein, comme on le voit. Mais bon, souvent dans les langages de programmation, il y a la fonction puissance qui existe déjà. Donc là, c'est en Python, c'est 2 étoiles, c'est un peu spécial, mais en C++, tout ça, il y a POW, etc. Dans d'autres langages aussi. Donc n'hésitez pas, hein, ça existe.
Bref, exercice suivant. Les changements, ok, on s'en fout. Nombre à virgule, point et pas virgule. Voilà, ça c'est intéressant un peu. Parce que comme vous le voyez, comment dire, là ça affiche des résultats différents. Enfin là déjà ça marche même pas en fait. Et ici ça affiche 1 et 7. Pourquoi en fait? Parce que les virgules ça sert déjà à séparer les arguments d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros si j'affiche 2,3, ça va m'afficher 2, puis ensuite 3. Ok. Alors que bah, du coup c'est pour ça qu'on utilise des points et de toute façon en anglais et tout. Il y a qu'en France qu'on utilise des virgules en fait pour les nombres à virgule. Donc voilà, j'ai envie de dire. Sinon ça ouais, c'est un tuple, on s'en fout un peu pour le moment. Truc d'après. Faire des divisions. Oui, on peut faire des divisions et en Python c'est le sens mathématique du terme. Faut faire attention parce que dans d'autres langages c'est différent. Dans d'autres langages, quand on divise des nombres entiers, c'est une division entière qu'on fait. Donc avec un reste, etc. Là, on fait 10 divisé par 3, ça nous donne 3,33333, etc. Donc là, c'est vraiment mathématique. C'est comme si on utilisait tout le temps des nombres à virgule. Et ça nous donne toujours un nombre à virgule. Alors, conversion de distance. Écrivez un programme qui lit un nombre décimal, un nombre à virgule, représentant un nombre de lieux. Donc, comme on le voit ici, pour lire un nombre décimal, c'est float input au lieu de int input. Le int, c'était pour un nombre entier, c'était integer. Et du coup, on va faire ça, nb lieu égale float input. Et affiche, attendez, et affiche le nombre de kilomètres correspondants. 1 km vaut 0,707 lieues. Du coup, on a 1 km, ça c'est en commentaire, hein, c'est pas du code. 1 km égale 0,707 lieues. Ok. Du coup, on nous donne quoi? On nous donne le nombre de lieues. Du coup, ça veut dire que 1 divisé par 0,707 égale 1 lieu. Une lieu. Tac, tac, tac. Parce que du coup, on fait 0,707 divisé par 0,707. Ça donne 1, hein, c'est juste une équation. Et du coup, comme c'est une équation, on est obligé de diviser de l'autre côté pour que ça reste égal. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on a du coup? On a le nombre de kilomètres pour un lieu. Et du coup, maintenant, si on veut afficher le nombre de kilomètres, on n'a qu'à faire le nombre de lieux fois, pas fois du coup, divisé par 0,707. Parce qu'en gros, on fait... Tac. En gros, pour avoir NB lieu ici, faut multiplier aussi à gauche par NB lieu. Et du coup, ici, on peut enlever le fois 1 qui sert à rien. Non, c'est faux. Tac, on enlève le fois 1, voilà, et du coup, ça nous laisse NB lieu divisé par 0,707. Du coup, on peut lancer. On peut tester avec les inputs qu'il nous donne, les entrées qu'il nous donne. Si on met 10,5, ça nous donne bien 14, banane. Donc maintenant, on peut copier. On colle, on soumet. Et donc, ça passe. Ok, donc maintenant, on va passer à l'exercice d'après. Ok, non, c'est en cours. Que se passe-t-il si on essaie de lire un entier alors que le nombre qu'on nous donne est un nombre décimal? Bah, il y a une erreur. Bon, ça perso, je le retiens pas en général, mais de toute façon, c'est logique. Si vous attendez un entier, vous n'allez pas donner un float. Vous allez donner ce que le programme demande en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Comparatif de prix. Votre programme doit d'abord lire le nombre de légumes mis en vente. Alors, avant de commencer directement, là, dans le sens habituellement, j'aurais directement lu le nombre de légumes et tout, mais on va essayer de diviser ce problème en un petit problème. En fait, on va séparer les problèmes. Donc, ensuite, pour chacun, il doit lire 3 nombres décimaux, son poids, son âge et son prix en vente. On peut commencer par ça, du coup. Donc, poids égale... là, on voit que c'est des nombres décimaux. Du coup, flat input.
À la fin, on a votre programme doit ensuite afficher pour chaque légume son prix au kilo. Donc, ensuite, on a âge égale float input. Et ensuite, on a le prix. Bam égale float input. Et maintenant, on doit afficher le prix au kilo. Du coup, tac, prix divisé par poids. On va afficher ça. Bam. Là, on va tester rapidement avec les 3 données qu'ils mettent ici. Et normalement, c'est censé retourner 2. Donc, 7.0, 5.0 et 14.0. Et ça nous retourne 2, donc c'est bien bon. On peut aussi essayer avec l'autre truc. On a 9,5, 2,3, 7,6. Et ça nous donne 0,79999. Donc arrondi, ça fait 0,8. Mais c'est bizarre que ça donne pas exactement le même truc. Ils ont dû arrondir, hein. C'était pour pas mettre 10 milliards de nombres. Ça se comprend. Bref, maintenant on a résolu notre sous-problème. Ok, on a calculé le poids par kilo pour un légume. Maintenant, il faut le faire pour chaque légume qu'il nous donne. Donc déjà, on va prendre le nombre de légumes qu'on doit avoir. Du coup, là, c'est bien un entier. Et pour chaque légume, du coup, for i in range, nb légumes. Pour chaque légume, du coup, on fait exactement ce qu'on vient de faire. Tac, on lance, et maintenant, normalement, je vais mettre 2, je vais mettre 7.0, 5.0, 14.0, 9.5, 2.3, 7.6, et pouf, ça m'affiche des trucs, oui, attendez, ça m'a pas affiché 2. Ah, non, c'est parce que j'ai entré les trucs après, du coup, là, ça m'affiche 2, en fait, et ensuite, ça m'affiche 0,8, donc c'est censé être bon. Je vais aller dans résoudre, bam, on va coller, on soumet, et ça marche. Ok, donc problème suivant. Ce que doit faire votre programme. Alors il doit d'abord lire un nombre entier qui décrit le nombre de notes obtenues. Ah, donc on doit faire une moyenne. Ensuite, il doit lire chacune de ces notes, qui sont également des nombres entiers. Enfin, il doit afficher la moyenne de toutes ces notes. Ok, donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a nb notes égale int input. Là, c'est des nombres entiers, hein. Pour chacune de ces notes, du coup, for i in range nb notes, il doit lire chacune de ces notes. Ok, du coup, on a notes égale int input, qui sont également des nombres entiers, ok. Ensuite, il doit afficher la moyenne de toutes ces notes. Du coup, à la toute fin, on aura un truc comme print moyenne. Maintenant, la variable moyenne, il faut l'utiliser. Donc, au début, on va l'initialiser à 0. Et du coup, on sait que la moyenne de nombres, c'est la somme de tous ces nombres plutôt, divisé par le nombre de nombres dont on fait la somme. C'est bizarre dit comme ça, ce sera peut-être plus flagrant quand on va programmer. En gros, on va juste ajouter à la moyenne chaque note, et du coup, à la fin, on divise la moyenne par le nombre de notes. Tac. Donc, on peut même faire un truc total notes. Tac. Et du coup, la moyenne, c'est total note divisé par nb notes. Et d'ailleurs, si on veut réduire encore plus notre code, on se rend compte que la variable note, on l'utilise même pas, enfin, elle n'est pas obligatoire, puisque ici, on peut juste faire directement ça. Et bah, ça fait la même chose. Et du coup, tac, on va copier. On peut essayer, hein, du coup. 3, 10, 14, 15. Et ça nous donne 13, donc c'est que c'est bon. Résoudre. On colle, on soumet. Et donc c'est bon. Correction, eux, ils laissent la variable note. Pourquoi pas. Ils ont aussi fait une variable sum note, etc. Bon, ok, c'est classique. Bon, let's go. Précision des calculs. Alors ça, c'est assez important, on va dire. Vous aurez jamais un nombre à virgule exact en programmation. Enfin, en vrai, vous pouvez en avoir, mais pas avec les nombres à virgule que vous offrent les langages de base, en fait. Parce que rien que la mémoire d'un ordinateur est limitée, en fait. Et du coup, en faisant 2 divisé par 3, on veut pas utiliser toute la mémoire de stockage qu'on a, puisqu'on a un nombre, comment dire, infini, on va dire. Ah, je sais plus comment dire. Dans l'ensemble Q, je dirais.
Donc bon, voilà, faut limiter le truc, donc faut bien arrondir quelque part. Donc la précision elle est pas exacte. Souvent c'est des puissances de 2. Par contre, ce qui est assez cool en Python, c'est que on peut avoir des nombres entiers infinis. Euh, donc là, vous vous dites quoi? Mais il y a un problème. Comment ça se passe? Euh, c'est spécial en Python. Dans les autres langages, on n'a pas un nombre infini, je dirais, pour les nombres entiers. Par exemple, C++, c'est 2 puissance 32, le nombre maximum. Et encore, ça dépend. Enfin bref, 2 puissance 16 moins 1 pour des ints, 2 puissance 32 moins 1 pour des unsigned. Bref, on s'en fout. Donc bon, là il y a des exemples, et comme on le voit, on peut avoir des trucs bizarres, hein. On a des 3 qui se rajoutent à la fin, mais bon, on s'en fout un peu, hein. C'est une imprécision, mais qui est là pour, comment dire, améliorer la vitesse de calcul, et c'est pas si mal, hein. Sur la plupart du temps, on s'en fout, hein, donc let's go. La notation scientifique, alors ça c'est... Perso, je l'utilise jamais, mais ça peut être assez cool, hein. Donc bon, là on a beaucoup de nombres, on sait pas du tout ce que représente ce nombre en fait. Alors que là, du coup, c'est où? C'est ici. Si on a E plus 22, on sait qu'en fait, ça veut dire que c'est fois 10 puissance 22. Et donc, il y a 22 chiffres en gros. Enfin, 23 au total, si je me trompe pas. Mais bref, 23 chiffres dans les entiers, ça c'est cool. Donc, en gros, là par exemple, on a 1 E puissance 10. Là, ça va nous afficher le nombre directement. Bref, ça nous affiche le nombre, et donc là, on sait qu'il y a 9 zéros. Non, qu'est-ce que je raconte? 10 zéros? Attendez. 9 ou 10? Enfin bref, un truc comme ça. Ça existe aussi dans d'autres langages, par exemple C++, hein. Mais bon, j'utilise pas personnellement, parce que c'est assez rare d'avoir des nombres entrés en dur, hein. Souvent, vous allez faire des i égale int input, ou ce genre de choses. Donc bon, on va continuer. Charger un module. Alors ça, par contre, c'est le truc le plus important du monde. Dans tous les langages, vous allez devoir importer du code en fait qui vient d'ailleurs. Parce qu'en programmation, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est réutiliser du code déjà existant. Donc par exemple, la fonction sqrt pour square root, c'est la racine carrée. Vous n'allez pas recoder la racine carrée, hein. C'est horrible. En plus, la fonction, elle est déjà optimisée le maximum possible dans ce qu'on importe. Bref. Donc, from maths import étoile, ça veut dire qu'on importe toutes les fonctions du module maths. Il y a d'autres trucs, hein. Par exemple, il y a quoi? Il y a quoi? Je sais pas du tout, j'ai pas d'exemple, je fais pas trop de Python en général. Mais par exemple, vous pouvez importer des fonctions de plot. Non, c'est faux. Je sais plus comment s'appelle le module. Mais oui, par exemple, des fonctions d'affichage ou ce genre de choses, vous allez devoir les importer aussi pour faire des fenêtres, pour tracer des courbes, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important du monde. On va continuer et on va voir aussi qu'on va avoir besoin du module maths, comme vous le voyez. Bon, ça, c'est un cours faire des arrondis. Donc les arrondis en Python, ouais, c'est des arrondis. Dans tous les langages, enfin dans la plupart des langages, vous aurez les fonctions floor et sail pour arrondir pour arrondir vers l'entier inférieur et vers l'entier supérieur. Du coup, ici, ça explique très bien. Floor, c'est comme sol. Sail, c'est comme plafond. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, ça c'est bien expliqué. Du coup, ces fonctions-là, elles viennent de maths, du module de maths. Donc, faut bien penser à l'importer. Sinon, vous pourrez pas les utiliser. Augmentation de la population, ce que doit faire votre programme. Votre programme devrait lire un entier, la population actuelle de la ville, puis un nombre décimal. Bon, déjà on va commencer. NB pop, on va dire, c'est pas exact, on va dire, mais bon, égale int input. NB pop actu, on peut mettre. Puis un nombre décimal, la croissance, du coup. Croissance égale float input. Du coup, on va devoir afficher la nouvelle population sous la forme d'un nombre entier. Donc de base, si on voulait afficher la nouvelle population, entre guillemets, on devrait faire nbpopActu plus nbpopActu fois la croissance, hein. Et par exemple, là, si on entre ce qu'ils mettent, 123 et 7.0, ça va nous mettre... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi 984?
Ah oui, ok, c'est bon, désolé. C'est juste là, en gros, euh, faut faire super attention à ça. Même moi, je me suis fait avoir, j'ai pas trop lu l'énoncé. Normalement, voilà, ici, ça dit que la croissance prévue de la population, elle est en pourcentage. Et ça, c'est super important. Ok. Parce que là, j'ai multiplié. Oui, non, c'est sûr, si c'est en pourcentage, ça va pas marcher. Les pourcentages, ça veut pas dire grand-chose. Ok. Quand vous avez un pourcentage, divisez-le toujours par 100, parce que ce qui nous intéresse, c'est le nombre entre 0 et 1. Parce qu'en fait, ça nous permet de multiplier directement, hein. Donc, par exemple, si vous dites 50, si vous dites 50%, au final, vous avez un demi. Un demi, vous faites fois un demi et ça divise directement le nombre qu'on a. Donc, toujours diviser par 100 les pourcentages. Et donc, maintenant, on peut réessayer. Et là, on a bien le bon nombre, hein. Sauf qu'on a un nombre à virgule. Et du coup, maintenant, on doit... tac, tac, tac. Ouais, on doit arrondir à l'entier inférieur. Donc là, on voit qu'on a 131. Donc, on va juste faire... utiliser la fonction floor, en fait. Tac, c'est revenu à la ligne, c'est un peu moche. Bon, c'est pas grave. Et du coup, tout en haut, vous allez faire un from math import étoile. Ça, c'est important. Donc, si on réessaye, tac, on a bien 131 cette fois. D'ailleurs, si vous voulez importer que la fonction floor, on peut faire ça. Et donc, ça marche aussi. Mais ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser d'autres fonctions du module math. Donc, tac, je vais remettre l'étoile quand même. On va copier, résoudre, pam, soumettre le programme. Et donc ça marche. Exercice suivant. Là, ça va se complexifier un peu, je dirais. Construction de maison, non, ça va. Ouais, non, c'est un peu chiant quand même. Alors là, faut réfléchir assez mathématiquement, hein. Le problème, c'est pas de la programmation, c'est vraiment de l'algorithmie. C'est ça qui est cool avec FranciOI, c'est que ça vous fait pas que bosser le langage, mais aussi la logique. Alors, votre programme devrait lire un nombre décimal, la quantité de ciment nécessaire, donc NB ciment, on va mettre, égale int, non, c'est un float input, nécessaire pour les fondations de votre nouvelle maison en kilos. Du coup, c'est en kilos. Sachant que le ciment n'est vendu qu'en sac de 60 kilos, donc là on a aussi des kilos, hein, on va pas se soucier de l'unité. Sachant que le ciment n'est vendu qu'en sac de 60 kilos et qu'un sac vaut 45 euros, votre programme devrait afficher le coût total du ciment. Du coup, là c'est assez dur, je dirais, de se lancer directement dans le problème comme ça. On peut faire une boucle. On pourrait faire une boucle rapidement. Je pense que je vais donner la solution avec une boucle d'abord et ensuite la solution sans boucle. Donc en gros on va faire NB ciment actu égale 0 tant que le nombre de ciments actuel est inférieur au nombre de ciments nécessaires du coup. Alors on va boucler et on va faire NB ciment actu plus égale 60 et à chaque fois du coup on a le prix égale 0 et le prix il augmente de 45 euros à chaque sac acheté. Du coup à la fin on affiche le prix et tac 145,8 ça nous donne bien 135. On peut tester ça, hein, ça marche. Bam, on soumet. Donc voilà, ça marche, mais est-ce que c'est optimisé? Est-ce que c'est la solution la plus optimale? Non. Donc on va voir comment faire sans boucle maintenant. Parce que c'est un peu triste pour chaque sac bouclé en fait. Enfin c'est triste. C'est inutile plutôt. Du coup déjà, on va faire un truc. On a le nombre de ciments au départ. On va essayer d'arrondir ce nombre de ciments à 60 près en fait. Donc comment faire? On va diviser par 60. Ok. Et on va transformer ça en nombre entier. Du coup là, ça veut dire que je transforme ça en nombre entier, hein. Je crois que c'est que je tronque comme ça. Mais bref, on s'en fout un peu. J'arrondis d'une certaine façon, c'est ce qui compte. Après, on va l'arrondir avec une fonction associée. Tac, et du coup là, quand je lance, 145,8 arrondi. Attendez, il y a un problème. Oui, parce que là, je fais fois NB ciment. Non, c'est fois 60, hein, désolé. Tac. Donc là, j'entre 145,8 et ça arrondit à 120. Donc là, c'était l'entier inférieur. Nous, ce qu'on veut, du coup, c'est l'entier supérieur. From math import étoile 145,8.
bam, et là ça nous retourne 180. Donc c'est le nombre de la quantité de ciment en kilos arrondi à 60 kilos près. Je sais pas si ça c'est logique pour vous. Essayez de prendre des exemples, hein. Par exemple, si vous avez 50 en ciment, vous divisez par 60, ça fait 0,89, on va dire. Vous prenez l'entier supérieur, du coup ça fait 1, 1 fois 60, c'est un multiple de 60, du coup c'est bon, et du coup ça fait 180, on a la quantité nécessaire. Si vous prenez 150, ça fait pareil, hein, 150 divisé par 60, ça fait 3, oui non désolé, ça fait 2, des poussières, 2,2 peut-être 2,3, je sais plus, bref. 2,3, 2,3 divisé par... 2,3, on arrondit ça à l'entier supérieur, ça fait 3. 3 fois 60, ça fait 180. Posez-le sur papier si vous voulez, bref. Du coup, ça c'est arrondi. Et ça va nous servir à quoi? Bah ça, c'est la quantité de ciment qu'on achète. Et du coup, on sait que 60 kg égale 45 euros. Ok. Du coup, ça veut dire que chaque kilo égale 45 divisé par 60 euros. Et du coup, là, on n'a qu'à faire... du coup, à la fin, on a un certain nombre de kilos, donc on va multiplier ça. Donc on a NB ciment, kilos, égale NB ciment fois 45 divisé par 60 euros. Donc ça, c'est des commentaires, hein. Donc là, on a déjà le nombre de ciment, hein, la quantité de ciment. Du coup, on fait ça fois 45 divisé par 60. Du coup, ça va nous donner le nombre d'euros. Là, vous voyez qu'on a fois 60 divisé par 60. Donc, on peut enlever, hein, on peut simplifier. Et donc, au final, ça nous fait ça. Donc, ça, c'est censé marcher aussi. On va lancer 145,8. Ça nous retourne bien 135 et il n'y a pas de boucle. Donc, maintenant, paf, on peut se mettre. Et ça, c'est la version optimale. Bam, voilà. Dans la correction, ils font pareil, hein, en une seule ligne. Ouais, bon, voilà. Exercice d'après. Alors, faire des arrondis au plus proche. Alors là, en gros, c'est juste utiliser la fonction round au lieu de floor ou scale. Et d'ailleurs, une propriété intéressante, c'est que round d'un certain nombre n, c'est équivalent à faire floor de n plus 0,5. Pensez-y si vous voulez, réfléchissez-y si vous voulez. C'est assez marrant, mais bref. Ça sert à rien. Donc bon, on va passer à la suite. Soirée orageuse. Votre programme devra lire un entier, le temps en secondes. Du coup, on va mettre temps égale float input entre le moment où vous voyez l'éclair et le moment où vous entendez le tonnerre. Il devra calculer et afficher la distance entre vous et l'orage, arrondi au kilomètre près. Ok. On suppose que la lumière se déplace instantanément, la vitesse du son dépend de paramètres comme l'altitude, la température, mais on supposera qu'en cette soirée, il vaut 340,29 mètres par seconde. Et ça, c'est important. Donc, on a le temps en secondes. On veut... faut faire attention, là, il nous demande au kilomètre près. Et ça, c'est en mètres. Donc, il faut faire gaffe. On peut convertir directement, hein, comme ça, on a les bonnes unités. Donc ça fait divisé par 1000, ça fait 0,34029 km par seconde. Donc maintenant, si on multiplie ça par le temps en secondes, bah, ça nous laisse du coup les kilomètres. On réfléchit avec les unités, hein. Donc tac, on fait print ça fois le temps. On lance. On entre 3.0 par exemple, et ça nous retourne 1,02087. Donc maintenant, il faut l'arrondir. Pour l'arrondir, il faut importer le module maths, from maths import étoile, et utiliser la fonction round, puisque c'est au kilomètre près, c'est pas floor, c'est pas scale. C'est pas l'entier supérieur, c'est pas l'entier inférieur. Et du coup, maintenant, ça marche. On va copier. Bam. On soumet. Donc c'est bon, hein, voilà. Correction. Eux, ils prennent quelques lignes en plus parce qu'ils divisent par 1000 pour... pourquoi? Pour la conversion des unités. Bon, ça marche aussi.
C'est cool d'avoir une constante ici comme ça, vitesse son. Un truc explicite en fait. Un nom en fait pour, pour ce nombre brut, parce que là on sait pas trop à quoi ça correspond. Bon, voilà. Augmentation des taxes. Votre programme doit lire 3 nombres décimaux, la valeur actuelle de la taxe. Du coup, on va mettre taxe actuelle égale float input. Regardez, faites super attention à ça, c'est en pourcentage. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez un truc en pourcentage, vous divisez directement par 100. Donc, la valeur actuelle de la taxe en nanana, en pourcentage, la nouvelle valeur de la taxe, du coup, nouvelle taxe égale float inputs. Et là, il faut faire attention, c'est encore en pourcentage, comme mis ici. Puis le prix actuel d'un légume, prix légume, taxe comprise, du coup, on a ça égale float input. La taxe comprise en euros. Ok, c'est en euros. Il devra calculer et afficher le prix du légume avec la nouvelle valeur de la taxe arrondie au centime près. On rappelle qu'une taxe de 15% signifie que pour un prix hors taxe de 100 euros, le prix avec taxe sera de 110 euros. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le prix avec taxe, c'est égal à prix sans taxe, plus le prix sans taxe. Comment dire? C'est fois la taxe, en fait. Là, c'est retourné à la ligne, hein, c'est automatique, c'est pas, faites pas un retour à la ligne. Et de toute façon, ça, on s'en fout, c'est du commentaire. C'est pour visualiser. Donc, on a ça. Là, on se rend compte qu'on peut factoriser. Pour ceux qui sont pas très à l'aise avec la factorisation, en gros, ça veut dire qu'on a prix sans taxe fois 1 plus taxe. Comme ça, si on le distribue, on a bien prix sans taxe fois 1 plus prix sans taxe fois taxe. On retrouve ce qu'on avait avant. C'est juste plus court. Donc, ok, on a ça. Maintenant, du coup, on a on a la taxe actuelle. Et on doit trouver le... Du coup, on a prix légumes, c'est le prix avec la taxe actuelle. Donc en gros, c'est comme si on avait prix légumes égale taxe actuelle fois 1 plus... Non. C'est prix sans taxe, désolé. C'est comme si on avait prix sans taxe fois 1 plus taxe actuelle. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est prix sans taxe. Ok. Pour calculer ensuite le prix avec la nouvelle taxe. Du coup, là, avec une petite inéquation, on se retrouve à diviser des deux côtés. Tac. Du coup, on a ça. On divise, du coup, ça enlève. Et on divise ici. Ça nous donne ça. On a prix sans taxe égale tout ça. Donc là, on peut faire un prix sans taxe égale tac, tac, tac. Je copie. Égale tout ça. Et du coup, maintenant, on veut calculer le prix avec la nouvelle taxe. Prix, nouvelle taxe, égale. Du coup, on va réutiliser ça, égale le prix sans taxe, fois 1 plus la nouvelle taxe. Tac, donc là, il y a des retours à la ligne un peu bizarres. Hein. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Ok. Oui, ça a l'air d'être bon. Et du coup, là, on affiche le prix avec la nouvelle taxe. On peut essayer. Ça fait 5.5, 19.6, 24.9 et on se retrouve avec 28,23. Donc là par contre il faut faire gaffe. Donc là on a le bon résultat entre guillemets, mais maintenant il faut faire attention à arrondir au centime près comme ils mettent ça ici. Et je sais pas si vous vous rappelez des exercices d'avant, mais on avait déjà arrondi à 60 près. Là c'est pareil sauf qu'on va faire à 100 près. Donc tout ce qu'on a à faire en gros c'est on multiplie par 100. Est-ce que c'est inférieur ou c'est... Non, c'est arrondi, on est dans la... On est arrondi au plus proche. Donc ça doit être un round. Tac, pas oublier d'importer le module math. From math import étoile. Et du coup, là on a un truc x100, donc on va rediviser par 100. Et maintenant quand on va tester, on a 5.5, 19.6, 24.9 et maintenant c'est bien arrondi au centime près. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est ça,
Quelle est cette magie noire? En gros, visualiser le truc. Attendez. On va faire un truc pour mieux visualiser. Je vais réafficher prix nouvelle taxe. Le truc brut, hein. Donc 5.5, 19.6, 24.9. On a tout ça, ok. Maintenant, imaginez, on fait un fois 100. Ça veut dire que la virgule, on la déplace de 2 chiffres à droite. Donc ça nous fait 2822,786, etc. Ok. Maintenant, on arrondit ça à l'entier le plus proche. Du coup, ça fait 2823. Et on redivise par 100. Du coup, au lieu de 2823, ça nous fait 28,23. Et donc, c'est le bon résultat, en fait. Donc bon, maintenant, on va tester ça quand même. Enfin, on va tester ça, on va envoyer ça. Tac. On colle, on soumet. Et tout est bon, tout est bien. Donc là, on voit, ils expliquent aussi le truc mathématique, hein. Voilà, ils font la même chose. Eux, ils divisent vraiment quand ils doivent convertir. Moi, j'aime bien diviser vraiment ici. Quoique non, ça c'est le nouveau prix et c'est pour arrondir, mince. My bad. Ça c'est pour arrondir, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Mais du coup, là par contre, ces divisions-là, c'est pour le pourcentage. Moi, j'aime bien convertir directement les pourcentages entre 0 et 1, du coup. Il y a une variante. Peut prendre un second argument. Ah oui, ça, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'en Python, faites attention, c'est pas le cas dans tous les langages. Je dirais que c'est propre au Python. Bref, là le 2, ça veut dire qu'on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Mais du coup, faut faire attention avec ça parce que si vous voulez arrondir un truc qui est pas un multiple de 10, bah ça va pas marcher. Par exemple, si vous voulez arrondir à 60 près, bah ça va pas être bon. Du coup, c'est toujours bien de se rappeler quand même de cette méthode-là. Et bon, on va passer au truc d'après. Arithmétique de base. Donc ça, c'est la division entière, hein. Et si vous voulez la division entière, bon ça c'est un rappel. Si vous voulez la division entière, normalement ça le met juste après, voilà. On met 2 slash pour la division et 1% pour le modulo. Alors le 2 slash c'est propre au Python. Par contre le modulo, c'est comme ça dans beaucoup de langages, en C++ c'est pareil, en C c'est pareil. Java si je me trompe pas c'est pareil. Donc bon, à se rappeler. Après c'est des rappels, ça c'est des trucs mathématiques, hein. Par exemple on a 7 égale 2 fois 3 plus 1. Du coup, dans ce cas-là, ça veut dire que la division entière de 7 par 3, c'est 2, et le reste, c'est 1, etc. en fait. Il n'y a pas... Enfin, ouais, lisez le cours, c'est assez bien expliqué, je pense. C'est la division entière, à mon avis, vous avez déjà vu. On va continuer. Achat de livres. Votre programme doit commencer par lire la somme d'argent dont on dispose. Du coup, on va mettre argent égale int input. Et lira ensuite le prix d'un livre. Donc prix livre tac égale int input. Il devra ensuite afficher en entier le plus grand nombre de livres qu'il vous est possible d'acheter avec cette somme d'argent. Ok, donc là c'est comment dire? Bah, c'est avec les divisions entières, hein. C'est assez dur d'expliquer en fait parce que on a l'argent actuel, ok, c'est égal au prix d'un livre fois le nombre de livres qu'on peut acheter plus l'argent qu'il nous reste, ok? Plus un reste, on va dire. Du coup, là, en fait, on se rend compte qu'on a la forme d'une division entière. Et bah, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de livres. Donc, on va juste afficher la division entière de argent par prix livre, tout simplement. Donc, tac, on va enlever ça. On va tester. Si on met 27 puis 5, ça nous retourne bien 5. Donc, on va lancer. Bam, soumettre. Et donc c'est bon. Ensuite, ce que doit faire votre programme, du coup, belle récolte. Il doit commencer par lire un entier NB personne, tac, puis un entier NB fruit. J'ai même pas lu l'énoncé, du coup, comme ça fait bizarre avec les variables, mais bref. Il doit ensuite afficher oui si NB fruit est un multiple de NB personne, et non dans le cas contraire. Ok, donc déjà, dans tous les cas, on a NB fruit égale le nombre de personnes fois une certaine quantité n, on peut dire, plus un reste. Ok. Du coup, n, ça nous intéresse pas.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir si reste c'est égal à 0 ou non. Parce que on sait que nb fruit est un multiple de nb personnes si le reste est égal à 0, c'est-à-dire si nb fruit égale nb personnes fois un certain nombre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste le modulo dans ce cas-là. Enfin, c'est faire le modulo pour obtenir le reste. Du coup, on fait si nb fruit modulo nb personnes, si tout ça c'est égal à 0, si le reste est égal à 0, alors ça veut dire que nb fruit est bien un multiple, et c'est qu'on affiche oui. Et dans le cas contraire, du coup else, on affiche non. Donc on peut essayer. 12, 156, ça nous affiche oui, c'est que c'est bon. On va aller dans résoudre. Bam, on colle, soumettre. Et donc c'est bon. Correction, ils font exactement la même chose, hein. Genre vraiment littéralement. Ils ont les mêmes variables. C'est copie-tard. Ok. Je rajoute juste des parenthèses pour le if, parce que je préfère. Parce que dans d'autres langages, ça compile pas. Alors que avec des parenthèses, ça compile toujours. Donc bon, c'est pour être cool dans tous les langages. Cours. Vous avez déjà appris la priorité des opérateurs mathématiques. Ouais, en gros, c'est la même que pour les multiplications et que pour les divisions. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. La roue de la fortune. Alors ça, c'est le dernier exercice. Ce que doit faire votre programme, il doit commencer par lire un entier nbzone égale int input du coup. Sachant que la roue va tourner de nbzone zone, vous devez calculer puis afficher sur quelle zone le curseur va arriver. Ainsi, si la roue tourne plus 2 zones, alors le curseur arrive sur la zone 2. Si la roue tourne de moins 2 zones, alors le curseur arrive sur la zone 22. Donc, au total, ici, il y a 24 zones pour la roue. Du coup, on sait que la variable nbzone, ce serait égal à 24 fois un certain nombre, fois k, on va mettre, plus un reste, du coup, ok. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? La variable k, on s'en fout, hein. Ce qui nous intéresse, c'est le reste, parce qu'en gros, nous, on veut un nombre entre 0 et 23. Du coup, en fait, il faut juste prendre le modulo. Tac, et du coup, print nbzone modulo 24. Ça, du coup, ça va afficher le reste. Du coup, par exemple, si on tourne 25 fois, 25 modulo 24, ça va mettre 1. Et du coup, ça va tomber sur 1, ce sera bien 0,24. Donc, comme vous le voyez ici, hein, on peut tester ça tout de suite. Il y a des exemples. 25, ça nous donne 1. Et si on met moins 50, ça nous donne 22. Donc, c'est que c'est bon. Il faut faire super gaffe avec ça. Parce que là, du coup, c'est vraiment un modulo, comment dire. Là, en gros, le reste, en Python, il est toujours positif, le reste du modulo, alors que dans d'autres langages, c'est pas forcément le cas. Donc déjà, on va commencer par tester ça. Tac, on colle, on soumet. Donc voilà, c'est bon. Et du coup, je disais, il faut faire gaffe dans d'autres langages, parce que là, c'est simple en Python. Mais en C++, par exemple, bam, là, vous vous dites, quoi? Mais c'est quoi ce charabia? C'est quoi ce bordel? What? C'est pareil. Pascal, c'est pareil. OCaml, Java, Java School, c'est pareil. Il y a qu'en Python où c'est comme ça. Laissez-moi vous expliquer. En gros, d'ailleurs, c'était le dernier exercice. Du coup, on va juste finir sur ça. Je vais mettre en C++. Faites pas attention à tout ce qu'il y a autour, hein. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que je vais marquer ici. C'est, imaginons on a moins 4, ok. Moins 4 modulo 24, tac. Ça, en C++, ça va donner moins 4. Mais en gros, comment dire, si on a moins 25, en C++, ça va nous donner moins 1. Du coup, après, on va faire un plus 24 pour remettre ça en positif. Du coup, si on avait moins 1, ça va nous donner 23. Et du coup, pour s'assurer que c'est bien inférieur à 24, on va refaire modulo 24 en fait. Je vous dis ça parce que niveau algorithmie, c'est intéressant aussi. Donc comme ça, en fait, on est sûr, parce que si on avait un entier positif, par exemple 25, 25 modulo 24, ça fait 1. 1 plus 24, ça fait 25. Modulo 24, ça fait 1. Donc dans tous les cas, on retombe sur le truc pythonesque, hein. Mais du coup, en Python, c'est vraiment pratique.
Python, c'est vraiment... Python, c'est vraiment un langage fait pour ce qui est mathématique, je dirais. Donc, c'est assez cool. Et bref, du coup, on a fini sur ça. Merci à tous, tac, d'avoir regardé. Le site que j'ai utilisé, du coup, c'était Replitz. Si vous voulez l'utiliser aussi, c'est pas mal. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FranciOI. C'était Progs. Bye bye!